me fait plaisir de me retrouver à l'Université de Montréal où, comme Craig Moyes, j'ai fait mon doctorat dans une vie antérieure. Et justement, je vais vous parler d'éléments de cette vie antérieure parce que je voudrais m'attarder à un élément de la poétique du réalisme, de la poétique donc de son écriture, car si le terme réalisme apparaît ou réapparaît en français au milieu du XIXe siècle, employé par des gens qui ne savaient sans doute pas du tout que ce terme-là avait déjà existé au XIIe siècle. Le débat se développe en France aussi au milieu du XIXe siècle, comme vous savez, mais dans le domaine de la peinture, autour notamment de la figure de Gustave Courbet. Je vous rappelle ici des choses que vous savez tous, mais je le dis simplement pour signaler que la peinture de la société, entre guillemets, que propose la littérature ne se fait pas à l'aide d'un pinceau, mais à l'aide d'une plume. Le matériel ici ne sont pas des lignes, des couleurs, des formes, des masses, mais le langage dans son aspect visuel, matériel, et dans son aspect sonore, sémiotique. Donc cet aspect de la poétique réaliste que je voudrais aborder et par rapport auquel je prendrai position assez fermement, c'est le traitement que reçoivent les langues et le langage autres, excentrés et de ce fait souvent considérés comme excentriques dans le roman réaliste. Dans l'univers linguistique centripète du réalisme, il y a cette diversité. La diversité linguistique est souvent réduite à un minimum afin de l'intégrer à un projet esthétique plus global et tout ce qui dépasse ce cadre est coupé comme le furent les membres des voyageurs trop grands qui avaient le malheur de croiser la route de Procuste selon le mythe antique, d'où mon titre. On pourrait dire diversité réduite par rapport à quoi, évidemment. Et je répondrai qu'on pourrait s'imaginer une contre-histoire littéraire qui présenterait l'exploitation du plurilinguisme à des fins esthétiques, ce que j'ai appelé l'hétérolinguisme, comme un courant souterrain accompagnant l'histoire officielle des littératures nationales unilingues. Courant souterrain, mais qui réapparaît de temps à autre, comme la Seine à Bruxelles, pour les Belges dans la salle. Cette contre-histoire irait des Gauliards du Moyen-Âge, dont les carmina latines étaient entrelardées de vers en langue vulgaire, c'est-à-dire la langue du peuple dont étaient issus les mêmes clercs, aux écrivains contemporains de la littérature chicana, par exemple, dont les œuvres font volontiers alterner l'espagnol et l'anglais des Amériques. Quand on prend un peu de recul pour esquisser une sorte de poétique historique, on s'aperçoit que l'hétérolinguisme a connu des moments d'engouement, des moments de désaffection, selon les codes esthétiques en vigueur. Ainsi trouve-t-on, pour aller vraiment très vite, chez les écrivains néoclassiques des XVIIe et XVIIIe siècles, une tendance à la pureté linguistique et à la séparation des langues qui fait contraste avec les époques médiévales, renaissantes et baroques, lesquelles avaient vu se multiplier les types de textes où les langues étaient appelées à se côtoyer. Je pense ici aux sermons joyeux, aux épîtres farcis, aux poèmes macaroniques, aux emblèmes, etc. Après le retour à l'unilinguisme opéré par les romanciers réalistes, sur lequel je reviendrai tout de suite, le symbolisme et plus encore les différents avant-gardes du XXe siècle, le dadaïsme en particulier, seront à nouveau marqués par des expériences colingues. À notre époque, enfin, de plus en plus d'auteurs postcoloniaux revendiquent l'hétérolinguisme comme un outil d'écriture à part entière, qui plus est constitutif de leur identité. Dans le cas du Spanglish, on sait qu'on a traduit l'incipit du Quichotte dans cette langue, dans cette nouvelle langue américaine, comme l'appelle Ilan Stavans, pour en montrer tout le potentiel littéraire. Et cela a fait scandale, bien sûr. Dans le monde francophone, on songe aux écrivains antillais, qui ont réussi à investir la diglossie de fonctions à la fois ludiques et esthétiques, transformant et sublimant ainsi ce que Chamoiseau appelle la douleur diglossique en une dynamique d'écriture. On observe donc un mouvement de pendule, ou, pour employer une métaphore plus parlante, une succession de systoles et de diastoles. Systole, donc contraction, fermeture, expulsion du sang. Diastole, dilatation, ouverture, afflux de sang nouveau. Cette alternance est en quelque sorte mise en abîme au XIXe siècle. Au milieu de ce siècle trône, au milieu chronologiquement parlant, trône le discours que Philippe Hamon appelait contraint de l'esthétique réaliste naturaliste. Polyphonie oblige, les romans qui relèvent de cette esthétique sans toujours s'en réclamer. Vous savez que Flaubert prétendait avoir écrit Madame Bovary en haine du réalisme. Vous savez aussi que Flaubert a écrit Salammbô. Mais les romans qui relèvent de cette esthétique, comme Madame Bovary quand même, prêtent volontiers l'oreille au concert des voix sociales.
Flaubert, toujours dans Madame Bovary, juxtapose magistralement la rhétorique amoureuse de Rodolphe et la rhétorique désastreuse des politiciens dans la scène stéréophonique des comices agricoles. Zola fait admirablement résonner la langue du peuple dans le monologue intérieur qu'il prête à Gervaise à la fin de l'Assommoir. Or, il faut bien voir que ces tours de force rendent avant tout hommage à la richesse de la langue française. Ils ne garantissent en rien une ouverture aux autres langues, aux autres langages, lesquels sont en revanche volontiers marginalisés, stigmatisés, voire ridiculisés. Prenons un autre roman de Flaubert, L'éducation sentimentale, unanimement salué par les naturalistes. L'apparition de l'italien, chanté par Madame Arnoux, ou de l'espagnol, déclamé par le patriote de Barcelone, qui étrangement ne parle pas catalan ici, cette apparition court-circuite la communication dans le roman. Personne ne comprend ce que dit le patriote de Barcelone dans ce meeting politique. L'emploi du bas normand ailleurs dans le roman signale l'ébriété, et le patois marseillais, entre guillemets, patois marseillais, y est considéré comme du babil. Qui plus est, ces variétés linguistiques n'ont pas le droit d'être citées en général, sauf l'espagnol et très brièvement l'italien, mais sont simplement suggérées dans le cas des patois, ou encore travesties. Il n'est sans doute pas innocent que Flaubert situe plusieurs performances hétérolingues dans des scènes de bal costumés. Projet foncièrement mimétique, axé sur la création d'une illusion référentielle, d'un effet de réel, pour employer les termes classiques de Roland Barthes, à l'aide d'un langage tenu pour transitif et transparent. Zola parlait de l'écran réaliste exactement dans ces termes. Le réalisme reléguait à l'arrière-plan l'utilisation plus structurante, compositionnelle, intertextuelle, comme on a vu dans les exemples ici, aux connotatives, esthétiques ou simplement décoratives de la langue et des langues. Aussi son triomphe allait-il se traduire par une fermeture de l'éventail linguistique, alors même, paradoxalement, que les chefs-d'œuvre qu'il nous a laissés ont été le laboratoire de techniques extrêmement sophistiquées, le discours indirect libre, le mot de langue intérieur, permettant de moduler les voix sociales à l'intérieur de la polyphonie romanesque. Dans la division des langages, un de ces petits essais perspicaces dont il avait le secret, Barthes constatait que le roman, je cite, « dès lors qu'il est devenu réaliste, a fatalement rencontré sur son chemin la copie des langages collectifs. » Le mot est intéressant, copie. Il n'a pas rencontré l'original, mais une copie. Ces langages, le roman réaliste, ou ses copies, aura tendance à les traiter comme des synecdoques, des parties représentant le tout de tel ou tel groupe social ou de telle culture, de sorte que le texte réaliste devenait à la limite une mosaïque linguistique, composée de citations de parlers sociaux. Je cite Philippe Hamon, ici, il y a le latin du curé, le cliché des humbles, l'argot du soldat, le mot d'enfant, etc. Pour des raisons de lisibilité, mais aussi dans le but plus idéologique d'éviter de donner une impression d'anarchie linguistique, cette imitation des langages ne pouvait toutefois devenir trop visible. Donc il y a ici une tension entre lisibilité et visibilité qui semble s'opposer. Loin d'occuper le centre du texte, cette imitation était le plus souvent déléguée, nous dit encore Barthes, à des personnages secondaires, à des comparses, chargés de fixer le réalisme. Le héros, en revanche, ne s'écartait pas du droit chemin linguistique. Il continuait à discourir dans un langage plus rationnel, transparent, neutre, en un mot, classique. C'est là, bien sûr, une construction. En réalité, ce langage paraissait seulement plus transparent, plus neutre, plus acceptable dans le royaume des lettres, parce qu'il était plus légitime, parce qu'il constituait, par rapport aux parlers marqués par leur origine géographique ou sociale, ce que la linguistique structuraliste appelait le terme non marqué de l'opposition. C'est là, à n'en point douter, une évolution fondamentale du roman occidental en général et du roman français en particulier. Jusqu'à ce que Nathalie Sarraute et le nouveau romancier n'inaugurent l'ère du soupçon, l'esthétique du réalisme a triomphé. C'était la belle époque du roman, celle où le roman se croyait encore davantage un discours sur le monde que sur lui-même. Et aujourd'hui encore, nombreux sont les lecteurs et critiques qui s'attendent à ce qu'un roman les fasse entrer dans un monde vraisemblable, c'est-à-dire semblable au vrai monde, celui dont ils ont une connaissance empirique. La tendance à chercher des analogies entre l'univers fictif proposé par un roman et le monde réel fait désormais partie des réflexes naturels du public lecteur. Quant au romancier, il joue volontiers le jeu de cette illusion référentielle qui prétend substituer le référent au signe.
S'il n'ose plus guère faire comme le Balzac du père Goriot et affirmer de manière péremptoire que all is true, il continue néanmoins à faire reposer le contrat de lecture sur une hypothèse de plausibilité, invitant le lecteur à suspendre volontairement son incrédulité. Ce tournant mimétique a marqué le roman moderne, mais il s'agit d'une évolution relativement récente, du moins pour qui considère l'histoire littéraire dans sa longue durée. En France, on peut la situer entre 1830 et 1860. Au moment en effet où Flaubert dépasse l'écriture basacienne dans sa propre poétique, qui la met à mal tout en s'en inspirant, un pas décisif a été franchi, une page a été tournée. Dans d'autres littératures que la française, il faudra corriger cette chronologie. Plusieurs pays, en effet, ont farouchement résisté au réalisme de type français, avec ses descriptions prolixes, son ton pessimiste et surtout sa bas-fond manie, comme devait l'appeler plus tard un adversaire de Guy de Maupassant. Soit l'Espagne, où Pérez Galdós inaugure ses épisodes nationaux plus de 2 décennies après la mort de Balzac. En 1882, dans un texte célèbre, la comtesse de Pardo Bazán aborde ce qu'elle appelle la question palpitante du réalisme. Elle s'y fait l'apologue de cette esthétique étrangère dans l'exacte mesure où elle pouvait être naturalisée en terre espagnole. Les Espagnols lui parurent pouvoir s'approprier le réalisme parce qu'il traduisait leur âme profonde, parce qu'ils le connaissaient depuis toujours. Plus même, disait-elle, le réalisme de la Celestina et du Quijote, ce réalisme national qui constituait, je la cite, la plus glorieuse tradition artistique de l'Espagne, était un art joyeux, indirect et inconscient, fin de la citation, qu'il fallait préférer à la version plus sombre importée d'outre-Pyrénées. Je pourrais vous donner l'exemple, si j'avais le temps, d'autres pays qui ont résisté à l'invasion, si vous voulez, du réalisme, des pays souvent catholiques, la Belgique, qui partagent la langue, mais qui préfèrent pas partager les mœurs françaises telles qu'elles sont, du moins, étalées dans le roman réaliste et naturaliste. Le Québec aussi, comme nous le savons, Pierre Popovic en a parlé ce matin, alors que ce serait intéressant à approfondir, parce que du côté belge et notamment flamand, on a eu le côté mystique qui, selon Gilles Marcotte, faisait défaut au Québec. Mais je n'ai pas le temps de parler de ces cas-là. En revanche, je vais vous parler d'un autre pays important à double titre pour la question du roman réaliste, et c'est l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Importante à double titre. D'abord, parce qu'elle avait fourni le prototype dès le XVIIIe siècle, avec les romans de Defoe, Richardson et Fielding, de ce qu'on va appeler le roman réaliste, et de ce que l'anglais appelle the novel. Ensuite, parce que l'exemple de l'Angleterre montre bien, ou de la tradition britannique, montre bien que la révolution réaliste ne fut pas complète, n'embrassa pas tout le genre romanesque, même dans ce XIXe siècle qui en est devenu le parangon. Au XIXe siècle, on a aussi des romans gothiques, des romans historiques, deux genres apparus en Grande-Bretagne, qui ne se laissent pas réduire aux critères du réalisme bientôt triomphant. En anglais, et Craig Moyes l'a rappelé ce matin, on fait une distinction importante entre le novel, qui est plus ou moins synonyme du roman réaliste, et la romance, qui n'a rien à voir avec la romance, mais qui correspond tout à fait à autre chose. Novel, en anglais, novel rappelle novelty, et a novel idea n'est pas une idée roman, mais une idée nouvelle. Hier, Pierre Popovic m'a salué en wallon, en disant « qu'est nouvelle ». Ou nouvelle, ça peut vouloir dire quelle nouvelle, mais en fait ça veut dire quoi de neuf. Il y a la nouveauté, qui en français s'est transposée sur le genre de la nouvelle, mais en anglais sur la novel. Quoi de neuf? Il faut être de son temps, disait Courbet, il faut parler d'aujourd'hui, c'est la société d'aujourd'hui qu'il faut montrer. Et l'espagnol a repris évidemment cela comme la novella. Cette opposition terminologique est ancienne, elle était connue des écrivains, c'est pas une construction a posteriori. Craig nous a montré qu'elle était déjà tout à fait courante au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, Walter Scott utilise systématiquement le sous-titre romance pour qualifier ses romans historiques. Ivanhoe, Quentin Durward et les autres. On trouve même au XIXe siècle, de ce côté-ci de l'océan, une conceptualisation très nette et très explicite sous la plume de Nathaniel Hawthorne, l'auteur de La Lettre écarlate. Il a écrit un autre roman qui s'appelle La Maison aux Sept Pignons, The House of the Seven Gables, en 1851, donc exactement au moment où le débat sur le réalisme se déclenche en France. Et dans la préface à ce roman, il existe 3 traductions françaises depuis le XIXe siècle de ce roman, mais je ne sais pas s'ils ont repris la préface, donc je vous la cite en anglais. Hawthorne écrit ceci.
When a writer calls his work a romance, it need hardly be observed that he wishes to claim a certain latitude, both as to its fashion and material, which he would not have felt himself entitled to assume had he professed to be writing a novel. Romance et novel sont écrits avec majuscule ici. The latter form of composition, novel, is presumed to aim at a very minute fidelity, not merely to the possible, but to the probable and ordinary course of man's experience. The former, romance, has fairly a right to present that truth under circumstances to a great extent of the writer's own choosing or creation. Donc le mot-clé pour du côté du novel, c'est fidelity. Man's experience, du côté de la romance, c'est truth, la vérité. Et c'est évidemment le grand débat, on l'a vu hier avec la conférence de Francis, on passe de la vérité et la réalité. Et en anglais, ce sont deux choses différentes. La vérité est du côté du romance également, pas seulement du novel, mais la réalité, l'expérience, la fidélité au réel, la copie est du côté du novel. Cette distinction est très connue, on la retrouve dans les travaux du critique canadien Northrop Frye. Frye considère comme distinctif du romance, les personnages beaucoup plus stylisés que dans le roman, beaucoup plus stylisés, donc beaucoup moins réalistes, l'idéal héroïque et une nette tendance à l'allégorie. La romance, dit-il, met en scène des héros aux idéaux aristocratiques, et il se trouve à mi-chemin entre le novel, lequel fait évoluer des êtres trop humains en société, et le mythe, qui montre des dieux juchés sur l'Olympe. J'ajouterai à cette typologie de Frye un quatrième critère, qui est justement l'intégration très variable des langages et des langues, où la romance s'ouvre beaucoup plus, ou le romance se montre beaucoup plus ouvert que le novel, justement. Pensons à ce qui se passe sous la monarchie de Juillet. On commence à multiplier à ce moment les empreintes ponctuelles, le plus souvent lexicaux, au langage inférieur. Argot des voleurs, patois paysan, jargon allemand, langage concierge. Chez le seul Balzac, on trouve des exemples de tout ceci. L'argot de Vautrin, le patois de Fourchon, le charabia de Nucingen, le parler de la concierge du cousin Ponce, etc. Selon Pierre Larousse, l'auteur de la Comédie humaine s'était, je cite, efforcé dans plusieurs de ses romans de créer pour ses héros un langage à part, plein d'afféterie ou de brutalité, de néologisme ou de patois, presque toujours ennuyeux, ridicule ou incompréhensible. Donc la diversité mène dans le meilleur des cas, au ridicule, dans le pire des cas, à l'incompréhensibilité, au charabia. Or, Barthes l'avait déjà fait remarquer, je le cite, ces jargons pittoresques décoraient la littérature. Elle était pittoresque, mais sans menacer sa structure. On ne peut qu'abonder dans son sens. Si le roman réaliste a en effet pris conscience, jusqu'à un certain point, de la complexité linguistique du réel qu'il se proposait de citer, de copier, il n'en a pas moins couché les différents jargons sur un lit de Procuste, réduisant par là même le potentiel de la romance, ou du romance. Cette révolution, la révolution réaliste donc, a pu être bénéfique dans la mesure où elle a facilité l'entrée en littérature des bas langages que l'esthétique classique reléguait volontiers au genre mineur ou encore comique. Le mélange de styles qui en a résulté et qu'Erich Auerbach a justement célébré ne s'est cependant jamais accompagné d'un mélange de langues. Donc Auerbach parle justement dans son livre de Stilmischung, mais pas de Sprachmischung. Du moins dans la littérature française. On parle ici de la littérature française parce que le réalisme varie évidemment selon les pays et les littératures. On dirait au contraire que l'éventail linguistique du roman français s'est refermé au fur et à mesure que s'est imposée l'esthétique réaliste. Et donc, avant, au moment où cela se concrétise, on a encore la Chartreuse de Parme, qui est un romance, pas encore un novel. Si on regarde la fin du XIXe siècle, on voit, et c'est un dernier élément qui, je pense, va dans le sens de ce que j'essaye de vous montrer, au fur et à mesure qu'on remet en question le réalisme, qu'on s'y oppose, qu'il y a un reflux du réalisme, reflux momentané, on voit réapparaître la diversité linguistique. On voit l'éventail linguistique s'ouvrir à nouveau. Le roman que Joris Karl Huysmans écrit à rebours du réalisme, ou de son avatar naturaliste, charrie plus que son lot de mots étranges et étrangers, de jargon technique. Cela accompagne le refus de la société, du social, du collectif, de la famille génétique et sociale, bref, du projet réaliste. Quelques années plus tard, Remy de Gourmont lui rend hommage
dans son roman de la vie cérébrale, non pas de la vie parisienne, de la vie provinciale, ni de la vie familiale, ni de la vie conjugale, ni de la vie paysanne, de la vie cérébrale, loin du corps, loin de la terre. Donc, dans ce roman de la vie cérébrale, qui est le sous-titre de Sixteen, il rend hommage à Huysmans en le citant en exergue à un de ses chapitres. Sixteen comprend de nombreux autres épigraphes, autres types de paratextes qui disparaît dans le roman réaliste classique. Sixteen, en multipliant les épigraphes, reproduit ainsi un tic qui avait été un tic du roman romantique, d'avant le réalisme au sens strict. Je vous renvoie ici à la chronique du règne de Charles IX de Mérimée, au Saint-Marc de Vigny, à Anne d'Islande de Victor Hugo. Ces épigraphes dans Sixteen sont en français, bien sûr, en latin, souvent, en italien et en anglais. Donc, voilà, remise en question du réalisme, le romance est de retour, le romance is back, et l'hétérolinguisme aussi. Or, on sait que ces expériences, les expériences de Huysmans et de Goncourt, n'eurent pas de lendemain. Le romance n'a jamais vraiment pris racine en France, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Alors la question se pose, je vous la pose, pourquoi? Et pour commencer à y répondre, je pense qu'il faut aborder la problématique du colloque telle qu'elle est définie dans le cahier qui nous avait été envoyé et qui nous a été distribué hier. Il faut interroger, je cite, le rapport polémique ou synergique que le texte entretient avec les savoirs, les discours, les imaginaires qui lui sont contemporains. Je vous remercie.